Ils n'ont pas de siège officiel sur aucune carte publique. Leur budget n'apparaît dans aucun document gouvernemental. Leurs agents ont des passeports de pays où ils n'ont jamais vécu, parlent des langues qui ne sont pas les leurs et répondent à des noms qui n'appartiennent pas à des personnes réelles. Depuis plus de 70 ans, l'organisation connue simplement sous le nom de l'Institut opère dans l'ombre, dirigeant des agents au sein des gouvernements ennemis, s'immisçant dans les villes les plus surveillées de la planète et rappelant à ses cibles que la distance n'est pas une protection. Le Mossad a tué des hommes à Damas, à Dubaï, à Téhéran. Il a orchestré des explosions dans des pays avec lesquels il n'est techniquement pas en guerre et à au moins une occasion, a vendu à un ennemi des milliers de dispositifs piégés et a attendu 10 ans pour les faire exploser. Aucun autre service de renseignement n'opère avec une telle combinaison de patience, de précision et de cruauté absolue. Mais rien de tout cela ne répond à la question la plus importante. Pas ce que fait le Mossad, mais comment il forme les personnes qui rendent tout cela possible. Qui sont-elles ? Que faut-il pour transformer un citoyen israélien ordinaire en quelqu'un capable de disparaître dans un pays étranger pendant des mois, de vivre sous une autre identité et de revenir changer d'une manière qu'aucun débriefing ne pourra jamais saisir pleinement. C'est l'histoire que presque personne ne raconte. Et c'est exactement l'histoire que nous allons raconter maintenant. Si c'est ce genre d'enquête documentaire qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir chaque semaine de nouveaux épisodes approfondis. Il l'appelle l'Institut. C'est la traduction littérale de Mossad, l'Institut pour le renseignement et les opérations spéciales. Simple, bureaucratique même, un nom qui ne révèle rien et cache tout. Depuis sa création en 1951 sous le premier ministre israélien David Ben-Gourion, le Mossad est devenu l'une des organisations de renseignement les plus étudiées et les moins comprises au monde. Son budget est secret. Son siège, à Tel Aviv, a été officiellement caché pendant des décennies. Le nombre de ses employés reste un secret d'État. Ce qu'on sait vient surtout de transfuges, de procès, d'enquêtes étrangères et d'un livre de mémoires explosifs, By Way of Deception, qui a failli déchirer Israël en 1990, quand un ancien agent du Mossad, Victor Ostrovsky, a décidé de raconter au monde ce qu'il avait vu de l'intérieur. Mais même ce livre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Pas ce que fait le Mossad sur le terrain, mais ce qu'il fait aux personnes qu'il envoie sur le terrain. Pour comprendre ça, il ne faut pas commencer par les missions ou les assassinats, mais par une question que tout analyste sérieux finit par se poser. Qui accepte ça ? Qui, face à cette proposition, renoncer à son nom, à sa vie, à ses relations, à sa stabilité psychologique, disparaître dans un pays étranger sous une fausse identité sans aucune reconnaissance officielle de son existence, dit oui. Et surtout, comment le Mossad trouve-t-il ces personnes ? La réponse ne se trouve pas dans un obscur bureau de recrutement, mais dans l'armée israélienne. Presque tous les citoyens israéliens servent dans les forces de défense israéliennes. Ce service obligatoire n'est pas seulement un rite de passage. Pour le Mossad, c'est le plus grand vivier de talents au monde pour identifier de futurs agents. Pendant leur service militaire, les jeunes Israéliens et Israéliennes sont constamment évalués, pas seulement pour leur performance militaire, mais aussi pour des choses moins tangibles. Leur endurance psychologique, leurs aptitudes linguistiques, leur capacité à penser de manière indépendante sous pression, leur capacité à mentir de manière convaincante à quelqu'un qui se trouve à 1 mètre d'eux. Les officiers qui obtiennent des notes exceptionnelles dans ces domaines sont repérés. Des dossiers sont ouverts. Et le processus, discret et invisible, a déjà commencé. Les universités constituent un deuxième terrain de chasse. Les établissements d'enseignement supérieur israéliens, en particulier ceux qui proposent des programmes solides en ingénierie, en linguistique et en relations internationales, sont un terrain fertile pour les recruteurs du Mossad. Ces recruteurs ne portent pas d'uniforme et n'ont pas de carte d'identité officielle. Ils évoluent dans les milieux universitaires en tant que professeurs, chercheurs invités ou simplement comme des personnes qui engagent la conversation au bon moment. L'approche est étudiée, méthodique et presque jamais précipitée. Le premier contact ne ressemble à rien de plus qu'un échange amical d'idées. Il n'y a pas de discours commercial, pas d'offre explicite, juste une rencontre, puis une autre. Et enfin, une question soigneusement formulée sur ce que le candidat pense de servir son pays d'une manière différente. La conversation ne commence jamais par « nous voulons que vous travailliez pour nous ». Elle commence par quelque chose de beaucoup plus ordinaire. Un prof demande à un étudiant de rester après le cours. Un officier militaire à la retraite croise un ancien subordonné dans un café et lui propose de se retrouver. Un inconnu lors d'une conférence partage une combinaison inhabituelle d'intérêts,
langue, sécurité, politique internationale, et les deux hommes discutent pendant 2 heures sans vraiment comprendre pourquoi la conversation leur a semblé si importante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est voulu. Le système de recrutement du Mossad fonctionne selon un principe qui le distingue de presque tous les autres services de renseignement dans le monde. La patience. La CIA recrute par des voies officielles, en publiant des offres d'emploi et en menant des entretiens structurés. À son époque, le KGB s'appuyait sur son influence institutionnelle, appartenance au parti, conformité idéologique, menace implicite derrière chaque offre. Le Mossad construit son réseau différemment. Il identifie, observe et attend. Les recruteurs internes de l'agence sont spécialement formés pour mener une surveillance humaine de longue haleine. Ils ne recherchent pas la personne la plus bruyante de la pièce, ils recherchent celle qui remarque tout et ne dit rien. Le profil est précis. Un candidat doit être né en Israël ou avoir des liens étroits avec ce pays, parler couramment au moins une langue étrangère, être capable de mentir de manière soutenue sans montrer de stress visible, et posséder ce que les recruteurs décrivent en interne comme une forte motivation nationale. Ce dernier critère n'est pas accessoire, il est essentiel. Les candidats qui ne possèdent pas cette conviction, aussi brillants soient-ils sur le plan technique, sont discrètement écartés. Il y a toujours d'autres candidats. Une fois qu'un candidat a été observé suffisamment longtemps, on l'aborde. Toujours de manière indirecte. Une invitation à un séminaire sur la sécurité nationale. Une demande de participation à ce qui est décrit comme une évaluation de routine pour la fonction publique. Le mot Mossad n'est jamais mentionné. Le candidat se rend à cette première réunion sans rien savoir. Les évaluateurs assis en face de lui savent presque tout. Cette asymétrie fait elle-même partie du test, car la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle sent qu'elle est évaluée, mais ne peut le confirmer, en dit plus long que n'importe quel questionnaire. Une batterie de tests psychologiques formels suit. On demande au candidat s'il pourrait maintenir un mensonge sous une pression soutenue. Comment il réagirait s'il recevait l'ordre d'agir à l'encontre de leurs valeurs personnelles, et comment il gère les situations où les règles sont délibérément floues. Ce ne sont pas des questions hypothétiques, ce sont des aperçus du travail lui-même. Ceux qui ont besoin de certitude, qui ne peuvent pas fonctionner sans paramètres définis et instructions claires, se révèlent et sont discrètement écartés. Ceux qui restent à l'aise dans le flou avancent. Si le candidat passe le test psychologique, il y a ensuite un test polygraphique, puis une enquête approfondie sur ses antécédents, qui ne se limite pas à sa propre histoire, mais s'étend à celle de ses parents, de ses frères et sœurs, et dans certains cas, de ses grands-parents. Une relation étrangère non résolue d'un membre de la famille, une transaction financière inexpliquée, une incohérence idéologique remontant à 3 générations. N'importe lequel de ces éléments suffit à mettre fin immédiatement au processus, quelle que soit la force du candidat lui-même. Le Mossad ne se contente pas d'embaucher une personne, il accepte une histoire. Il l'appelait la Midrasha. Ce mot signifie « académie » en hébreu. Mais il n'y avait rien d'académique dans ce qui s'y passait. Situé dans les collines à l'extérieur d'Herzliya, au nord de Tel Aviv, le bâtiment ressemblait de l'extérieur à un complexe gouvernemental banal. Pas de panneaux, pas de sécurité visible, rien qui attire l'attention d'un conducteur de passage. À l'intérieur, quelque chose de bien plus délibéré se passait. C'est là que le Mossad emmenait les personnes qu'il avait sélectionnées, celles qui avaient survécu aux sélections, aux polygraphes, aux enquêtes sur leurs antécédents, et commençait le processus de les défaire. Il les dépouillait de la personne qu'elles avaient été et reconstruisait à la place quelque chose de plus utile. La formation durait environ 2 ans, même si Viktor Ostrovsky, qui a lui-même suivi ce processus avant de devenir agent du Mossad, suggère que le cycle de préparation complet, y compris les évaluations sur le terrain, durait plutôt près de 3 ans. Le programme était conçu non seulement pour enseigner des compétences, mais aussi pour modifier fondamentalement la façon de penser d'une personne. Comment elle interprète une pièce dès qu'elle y entre. Comment elle lit un visage de l'autre côté d'une table. Comment construire une identité crédible à partir de rien et l'incarner si complètement qu'ils en viennent eux-mêmes à oublier où s'arrête le rôle et où commence la personne. La formation couvrait un éventail extraordinaire de disciplines. Les langues occupaient une place centrale. Les recrues parlant couramment l'arabe, le farsi, le français ou l'anglais étaient poussés plus loin, formés non seulement à la grammaire et au vocabulaire, mais aussi à l'accent, au comportement culturel et aux réactions instinctives. Un agent du Mossad travaillant comme homme d'affaires libanais ne pouvait pas se contenter de parler arabe, il devait penser dans cette langue. En plus du travail linguistique, il y avait la surveillance et la contre-surveillance, les mécanismes des boîtes mortes et des communications sécurisées,
le Krav Maga, la conduite d'urgence et le maniement des armes. Les exigences physiques étaient implacables, mais ce n'est pas ça qui a brisé les gens. Ce qui a brisé les gens, c'est le travail sur la légende. Une légende, dans le jargon du renseignement, c'est une fausse identité, une biographie fictive construite avec suffisamment de détails pour résister à un examen minutieux. Les stagiaires se voyaient attribuer des légendes et étaient testés sans avertissement. Les instructeurs menaient des interrogatoires inattendus au milieu de la nuit, dans des lieux publics, dans des conditions conçues pour produire exactement les échecs qu'ils recherchaient. Le stagiaire devait répondre non pas en tant que lui-même, mais en tant que son identité de couverture, sans hésitation, sans la moindre incohérence, sous une pression conçue pour rendre les deux impossibles. Une seule mauvaise réponse, un seul moment de confusion, une seule réponse instinctive avec le mauvais nom, et c'était fini. Pas de seconde chance, pas d'explication donnée. La Midrasha ne formait pas des espions en leur enseignant, elle formait des espions en brisant tous ceux qui pouvaient l'être et en gardant tous ceux qui ne pouvaient pas l'être. Personne ne vous prévient du silence. Pendant la formation, il y a toujours du bruit, les instructeurs qui poussent, les scénarios qui se déroulent, les évaluations qui se succèdent. La Midrasha est implacable par nature, mais la première véritable mission sur le terrain est différente. Tu es seul. Il n'y a pas d'instructeur qui te surveille depuis le coin de la pièce. Il n'y a pas d'environnement contrôlé. Il n'y a qu'une ville qui ignore ton existence, une identité d'emprunt que tu as répétée des centaines de fois, mais jamais testée dans la réalité, et une cible qui, si elle soupçonne ce que tu es réellement, n'appellera pas la police. Elle passera un coup de fil d'un tout autre genre. Les anciens agents décrivent la première mission sur le terrain comme le moment où tout le poids de la profession devient réel. Tout ce qui a été fait pendant la formation n'était qu'une simulation, aussi convaincante soit-elle. Maintenant, les enjeux sont réels. Une erreur au Midrasha vous coûte votre place dans le programme. Une erreur sur le terrain peut vous coûter quelque chose d'irremplaçable. Ce changement de conséquence modifie l'agent au niveau neurologique. L'hypervigilance que le Mossad leur a inculquée, l'examen constant des issues, l'habitude de mémoriser les visages, le réflexe de trouver des explications pour chaque mouvement, cesse d'être une compétence et devient un état permanent. Elle ne s'arrête pas à la fin de la mission, elle ne s'arrête pas au dîner, elle ne s'arrête pas à 3 heures du matin. Les premières missions étaient généralement des tâches à faible exposition, surveillance d'un lieu spécifique, évaluation d'un atout local potentiel, collecte de renseignements nécessitant une présence dans un environnement étranger sans contact direct avec une cible. Mais même ces missions d'initiation ont comporté un risque réel. Les agents qui pénétraient en territoire hostile le faisaient sans immunité diplomatique. Il n'y avait pas d'ambassade à appeler, aucune reconnaissance officielle de leur existence. S'ils étaient arrêtés, Israël ne confirmerait pas qu'ils étaient des agents israéliens. Les agents comprenaient ça avant de partir. Ils avaient signé des documents confirmant qu'ils avaient compris. Et puis ils montaient quand même dans l'avion. Ce à quoi la formation ne les avait pas tout à fait préparés, c'était le poids psychologique cumulé d'une couverture prolongée. Vivre comme quelqu'un d'autre pendant quelques jours, c'est gérable. Vivre comme quelqu'un d'autre pendant des semaines, ça commence à éroder quelque chose. L'agent se surprend à réagir instinctivement comme son identité de couverture. Il choisit le café que son personnage de couverture commanderait. Il rit aux blagues que son personnage de couverture trouverait drôles. Des petites choses. Invisibles pour quiconque les observe, mais intérieurement, la frontière entre le moi construit et le moi réel commence à s'estomper. Le Mossad considérait cela comme un signe que l'agent faisait correctement son travail. Ce que l'institution n'avait pas encore reconnu et ne reconnaîtrait pas avant des décennies, c'était que c'était aussi le premier symptôme de quelque chose de bien plus grave. Quelque chose qui ne restait pas sur le terrain, quelque chose qui revenait à la maison. Pour comprendre ce qui rend le Mossad vraiment différent, il faut le comparer à ses 2 grands homologues historiques et examiner les 3 avec honnêteté. La CIA, le KGB et le Mossad. 3 organisations créées pour faire à peu près la même chose, recueillir des renseignements, neutraliser les menaces, projeter la puissance nationale par des moyens secrets. 3 organisations qui sont arrivées à des réponses presque totalement différentes à la même question fondamentale. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire ce travail ? La réponse de la CIA était le professionnalisme. L'agence a mis en place une infrastructure bureaucratique calquée sur le monde des entreprises américaines. Parcours professionnel structuré, salaire défini, évaluation de performance, avancement institutionnel. Un agent de la CIA était, du moins en théorie, un fonctionnaire qualifié effectuant un travail hautement spécialisé.
L'idéologie était secondaire. Ce qui maintenait le système, c'était le processus. Et ce processus s'est avéré avoir une faille. En 1994, l'agent de la CIA Aldrich Ames a été arrêté pour avoir vendu l'identité d'agent soviétique au KGB pour plus de 4 millions de dollars. Il avait passé plusieurs tests polygraphiques. Sa motivation n'était pas idéologique, c'était l'argent. Le système qui embauchait des pros avait fini par produire un gars dont la loyauté allait au plus offrant. La réponse du KGB était le contrôle. Le recrutement dans les services de renseignement soviétiques était indissociable de la machine étatique soviétique au sens large. Les agents n'étaient pas tant choisis que désignés. L'appartenance au parti, la conformité idéologique et les antécédents familiaux déterminaient l'éligibilité. La force motrice n'était pas la conviction, mais l'obligation. Et derrière cette obligation, la conscience omniprésente de ce qui arrivait à ceux qui échouaient ou refusaient. Le KGB a produit des agents dotés de capacités techniques extraordinaires. Il a également créé une culture de surveillance interne si omniprésente que dans les années 1980, les officiers supérieurs consacraient autant d'énergie à se surveiller les uns les autres qu'à surveiller les cibles étrangères. La réponse du Mossad était l'identité. Un agent israélien n'est pas principalement motivé par son salaire ou par la pression institutionnelle. Il est motivé par quelque chose qui ne peut être fabriqué ou imposé. La conviction que la survie de son peuple dépend, d'une manière directe et personnelle, du travail qu'il accomplit. Israël est un pays construit, de mémoire d'hommes, sur les cendres d'une catastrophe. Cette histoire n'est pas abstraite pour les personnes recrutées par le Mossad. Elle est héritée. Elle est présente dans la compréhension qu'ont les agents de ce que signifie réellement l'échec. C'est la source de l'engagement opérationnel extraordinaire du Mossad. Sa volonté de tenter des missions que d'autres agences jugent trop risquées. Sa capacité à attendre une décennie le moment opportun. Mais c'est aussi, comme le montrent clairement les carrières brisées, les salles d'audience fermées et les visages changés des agents de retour, la source de sa blessure la plus profonde. Car lorsque ce qui vous motive est aussi ce qui vous est lentement enlevé, votre nom, votre histoire, votre véritable identité, le préjudice est plus profond que tout ennemi extérieur ne pourrait vous infliger. Le Mossad forme ses agents avec une précision extraordinaire. Il les déploie avec une confiance absolue. Ce qu'il n'a jamais complètement résolu, c'est ce qu'il faut faire d'eux lorsqu'ils reviennent.